Le joaillier et le mystérieux pendentif. Dans la chambre où se mélangeaient des odeurs de médicaments, de poussière et de vieux tissus, Edmond Simplon, 88 ans, se mourait. À son chevet, il y avait l'infirmière avec qui il n'avait pas été tendre au cours de ces 2 dernières années. Le cancer le rongeait de l'intérieur. Mais ce n'était pas cela qui le rendait aigri et méchant. Toute sa vie, il avait été un homme autoritaire et suffisant, imbu de sa personne et méprisant envers les faibles. Malgré cela, l'infirmière avait fait son travail en professionnel et l'accompagnait maintenant avec la même douceur qu'elle avait chaque jour déployée face à ce visage rugissant, dédaigneux et presque malsain. Elle l'accompagnait dans ses derniers instants. À côté d'elle, il y avait Janus, le petit-fils d'Edmond. Il avait des yeux d'un noir abyssal, amplifiés par la blancheur de son visage, fermé en la circonstance. L'infirmière lui trouvait un charme étrange, comme ce que pourrait éprouver une femme fascinée par l'aura de quelque vampire. « Janus !» appela le vieil homme avec une voix provenant déjà d'outre-tombe. Le petit-fils fit un pas vers son grand-père, puis se tourna vers l'infirmière. « Laissez-nous !» ordonna-t-il d'un ton sec et déplaisant. L'infirmière, sans un mot, sortit de la chambre et se dit qu'ils étaient tous les mêmes dans cette famille. Elle se dit aussi qu'elle n'était pas mécontente qu'il casse sa pipe, qu'enfin elle allait être libérée, puis s'en voulut d'avoir une telle pensée, même si c'était vrai. Janus s'était approché du lit. « Grand-père ?» ?»« Écoute-moi, Janus. Notre destin a toujours été de dominer le monde. Ton père était un incapable, et toi, tu pourras réussir. » Ses mains flétries et cireuses, arborant déjà cette teinte cadavérique, montèrent chercher la clé qu'il portait autour du cou. D'un coup sec, avec une force et une volonté que son état ne laissait pas présager, il arracha la clé de son cou et la donna tremblotant à Janus. « Dans mon bureau, croissa-t-il, tu trouveras les réponses. Tu es fait du même bois que les anciens dieux. Tu es fait pour asseoir ta volonté. Trouve le pendentif. Suis la quête du pouvoir qui te revient. » Sur ces derniers mots, la main du vieil homme glissa de la clé jusqu'au drap. Janus observa fasciné les yeux de son aïeul perdre l'étincelle de vie et s'opacifier alors qu'il rendait son dernier souffle. Janus sortit de la chambre et trouva l'infirmière dans le couloir. « Il est mort !» dit-il sans tristesse ni émotion. Il lui laissa la porte ouverte, lui tourna le dos et monta à l'étage vers le bureau de feu son grand-père. Son père avait sombré dans l'alcoolisme et était mort d'une cirrhose du foie. Sa mère, cocufiée au vu et su de tout le monde, attendit qu'il soit majeur pour quitter le domaine familial. Son départ ne l'avait que peu ému. L'amour n'avait pas vraiment sa place ici, hormis pour satisfaire quelques besoins primaires. Et maintenant, son grand-père mort, il héritait de tout le domaine et des secrets de la famille. Il observa avec une certaine satisfaction la clé qui reposait au creux de sa main. En entrant dans le bureau, il se dirigea directement vers la bibliothèque. Il avait vu plusieurs fois son grand-père faire, alors que tapi dans un coin, il l'espionnait. Il se doutait que celui-ci n'avait pas été dupe, et qu'il se savait observé par son petit-fils. Il agissait sciemment, comme pour lui dire « Vois-tu, Janus, quand je serai mort, c'est là où tu devras chercher tes réponses. » Et c'est là qu'il allait. Il bascula un livre intitulé Corpus Hermeticum. Un clic se fit entendre, et la rangée de livres sur sa droite bascula, révélant un renfoncement et la porte d'un petit coffre. Il inséra la clé, ouvrit le coffre, et prit ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était un livre en cuir rouge. Il referma le compartiment secret, et s'installa dans le fauteuil rembourré où son grand-père aimait lire, puis ouvrit le livre. En première page, il trouva une lettre écrite par son grand-père à son attention. « Janus, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Et c'est très bien ainsi. Pas de trémolo ni d'apitoiement nauséeux. Nous ne sommes pas faits de ce bois-là. Il est temps maintenant pour toi de comprendre ce que nous sommes, ce que tu es, et quel est ton destin. Il existe ici-bas des forces que peu connaissent, et que beaucoup idéalisent et vénèrent.
Je veux parler du pouvoir des dieux. Les dieux des mythologies grecques, romaines, sumériennes, égyptiennes et bien celles avant ces civilisations qui ne sont probablement pas arrivées jusqu'à nous, ont vraiment existé, mais pas tels que décrits dans ces simulacres de livres saints. Ces dieux n'étaient que des hommes et des femmes disposant de compétences particulières qui les rendaient aptes à se lier à certains éléments, à certaines forces. Tout comme certaines personnes ont des prédispositions pour la musique, les maths, l'art, ou qui ont la main verte, qui peuvent soigner des maux rien que par le toucher, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? À cela près que ces êtres supérieurs, nommons-les divinités par simplicité, voyaient leurs dons leur permettre de dominer le reste de l'humanité. Cependant, il ne restait pas moins des hommes et des femmes mortels. Tout dans l'univers tend vers un équilibre des forces, et ces divinités n'échappaient pas à cette règle. Le bien contre le mal, le sombre contre le clair, le yin et le yang. Ces humains supérieurs n'ont eu de cesse de s'opposer à leur opposé, cherchant à renverser l'équilibre des choses, dans le seul but véritable de dominer, pour leur propre profit, et cela, qu'ils soient ombre ou lumière, les autres dieux et les êtres humains inférieurs. Ces divinités n'existent plus, elles sont toutes mortes. Elles se sont entretuées, levant des armées entières constituées d'hommes et de femmes liés à leur cause. Mais dans ce combat, le bien, si tant est qu'on puisse lui attribuer ce nom au regard du mal fait en son nom, a gagné. Le pouvoir enfermé en chacune des divinités tuées fut enfermé dans un réceptacle, un artefact, qui depuis lors passe de cachette en cachette à travers le monde, transporté par une poignée d'adorateurs du bien qui se transmettent ce savoir, et l'artefact. Mon cher Janus, notre lignée remonte à l'un de ces dieux vaincus. Dans notre sang, dans notre ADN, siègent les réceptacles de ce pouvoir. J'ai passé ma vie à chercher l'artefact, et j'en ai récupéré la clé. Mais il te faut trouver ce qu'elle ouvre. Lorsque les Espagnols républicains ont fui Franco en 1939, des camions les transportant ont traversé la frontière vers la France. À bord, outre ces Espagnols en exil, il y avait l'or des banques et autre chose aussi. Tu le devines, il y avait l'artefact. Un des camions disparut mystérieusement près d'Argelès-sur-Mer. Beaucoup pensèrent et pensent encore qu'il y avait là l'or des républicains. La plage d'Argelès fut retournée plusieurs fois, même à coups de bulldozer, dans l'espoir d'y trouver le trésor, mais en vain. J'ai suivi une autre piste concernant ce camion perdu, et j'ai trouvé la trace d'un joaillier. Il s'appelait Andreu del Estañol. J'appris qu'il fut en relation avec les exilés républicains, et découvris qu'il avait pour eux caché quelque chose. Tu devines, tout comme moi à cette époque, que c'est l'artefact qu'il cacha. Malgré tous mes efforts, je ne trouvais jamais le lieu secret. Cependant, je réussis à m'emparer de la clé de cet endroit. Mais j'eus beau user des pires supplices, des pires tortures, le joaillier mourut sans rien me dire. Il te revient maintenant de continuer cette quête, de trouver l'endroit où est caché l'artefact, et de t'emparer du pouvoir qui nous revient de droit. Tu le sais, tu le sens, tu vaux bien mieux que ces êtres qui grouillent sur cette planète comme des insectes répugnants. Ces êtres serviles qui errent sans but à la recherche de quelque chose qu'ils ont perdu. Inconsciemment, ils te cherchent. Lorsque tu auras retrouvé ce pouvoir, ils te vénéreront. Ils t'obéiront aveuglément, ayant enfin retrouvé leur Dieu. Mais je dois toutefois te mettre en garde. Je t'ai parlé de l'équilibre, du combat entre le yin et le yang. Tu dois savoir que quelque part dans ce monde, il existe ton opposé. Par le jeu de quelque alchimie, les opposés s'attirent. Je sens comme une évidence que l'homme que j'ai tué était mon opposé. Mais il avait un fils, de 20 ans plus âgé que toi. En lui, je suppose, coule un sang divin tout comme toi. Je ne lui connais pas de descendance au moment où j'écris ces lignes. Quand tu auras trouvé l'endroit où est caché l'artefact, tu devras le tuer, et ainsi t'accaparer le pouvoir des anciens dieux, et sans partage, dominer le monde. Trouve l'artefact, deviens le maître du monde. Prends
la place qui te revient de droit. Signé Edmond Simplon. Max Roche travaillait dans une petite boutique de bijouterie, située dans l'une des ruelles historiques du Castillet à Perpignan. Âgé de seulement 28 ans, il était déjà reconnu dans la profession pour ses dons en joaillerie. La vitrine, d'une netteté irréprochable, présentait des bagues et des parures aux reflets d'or, d'argent et de grenat. 2 femmes s'extasiaient devant des boucles d'oreilles et le bracelet assorti, qui irait très bien avec la robe qu'elle venait d'acheter, disait-elle. Max, qui s'occupait de réparer un fermoir, voyait du coin de l'œil les 2 femmes dévorer des yeux les bijoux en vitrine, quand le petit ding délicat de la porte d'entrée tintinabula. Un homme, une trentaine d'années bien tassé, à l'allure soignée, entra. Max, qui était habitué à une certaine clientèle, reconnut en l'homme, de par son maintien et sa manière d'être, qu'il avait affaire à quelqu'un d'éduqué et potentiellement aisé. Non pas qu'il ait quelques préférences ou quelques jugements déplacés en fonction de la catégorie sociale, Max était un homme bon et fort peu enclin aux préjugés. Mais il était nécessaire dans son secteur d'activité de savoir à qui il avait affaire pour proposer des bijoux adéquats. Max gratifia le client d'un sourire engageant, et celui-ci lui rendit la politesse. Derrière cette façade courtisane et de bienséance, ou tout simplement de bonne éducation, il y avait là un moyen de jauger la personne, de savoir à qui on avait affaire. Max nota donc que, derrière les yeux noirs empreints d'un charme ténébreux et fascinant, bille sombre au milieu d'un visage pâle, il y avait de l'arrogance et de la condescendance, chose que l'on remarque souvent chez les gens de pouvoir. « Bonjour », l'accueillit-il simplement. Le nouveau venu s'avança vers Max qui se tenait derrière son comptoir et sortit de sa poche un objet enveloppé d'un tissu blanc. « Bonjour », dit à son tour l'individu. Sa voix sombre et mystérieuse collait parfaitement au personnage. « J'aimerais savoir s'il vous est possible de faire une estimation. Mon grand-père est décédé il y a quelques jours. » Max lui présenta ses condoléances, ce à quoi l'homme répondit par un hochement de tête. « J'aurais aimé savoir si ce pendentif avait quelque valeur. »« Bien sûr, » répondit Max en se penchant vers le bijou. Au premier coup d'œil, il reconnut la qualité et le travail d'orfèvre appliqué au pendentif. Puis l'examinant un peu plus, son cœur s'emballa. Il se redressa et tenta de cacher du mieux qu'il pouvait le trouble qui venait de l'assaillir. « C'est à n'en pas douter une belle pièce, » dit-il en maîtrisant sa voix, qu'il trouva toutefois chevrotante. L'homme en face de lui ne sembla rien déceler de son émoi, et reprenant contenance, il continua. « Si cela vous est possible, pourriez-vous me le laisser quelques jours ? J'aimerais consulter des collègues, car il se peut que vous soyez un homme chanceux. Ce pendentif est remarquable tant dans sa forme que dans le soin apporté aux assemblages. Si je ne me trompe, il pourrait très bien être l'œuvre d'un grand créateur. Qu'en dites-vous » L'homme posa sur Max un regard critique, et à la fois satisfait. « C'est entendu. Je vous le laisse pour estimation et repasserai dans une semaine. » L'homme tourna les talons et s'en alla. Max, soulagé et surpris par l'attitude de l'individu, réagit avec un temps de retard. « Monsieur !» l'interpella-t-il en faisant le tour du comptoir. « Monsieur !» Il sortit sur le trottoir et termina sa phrase qui se perdit dans le vent. « Vous n'avez pas rempli le bordereau de dépôt ?» L'homme au regard sombre avait disparu. Janus se faufila dans une ruelle, puis attendit que le bijoutier retourne dans sa boutique pour reprendre son chemin. Il en avait fait des bijoutiers. À chacun, il leur avait demandé la même chose, mais celui-ci avait réagi différemment. Il avait reconnu le pendentif, devait en connaître l'histoire, si ce n'est le propriétaire ou même le créateur. Quoi qu'il en soit, il venait de placer ses pions. Il attendait de voir maintenant comment la partie allait s'engager. Max était on ne peut plus perturbé. Il était encore tôt, mais il décida de fermer la bijouterie. Une fois les rideaux tirés, il prit le pendentif en main et fit ce qu'il n'avait pas osé faire en présence de l'homme mystérieux. Il retourna le bijou et chercha le poinçon du créateur au dos. Il prit sa loupe et n'eut aucune peine à le trouver. C'était bien ce qu'il pensait. La main presque tremblante, il prit le téléphone et appela son père. « Max, quelle bonne surprise, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. »« Salut papa. »« Max, tu as une drôle de voix, tout va bien ?»« J'ai retrouvé le pendentif de grand-père. »
À l'autre bout du fil, le père de Max ne dit pas un mot. Mais il entendait sa respiration qui s'était accélérée. Tu es sûr? Certain. Je l'ai sous les yeux. C'est lui. Celui qui a été volé le soir où... Mais il ne put dire la suite. Il n'en avait pas besoin. Son père avait compris. Comment l'as-tu? C'est un homme bizarre qui dit l'avoir hérité de son grand-père. Il me l'a laissé une semaine pour estimation. Tu crois que ce serait lui qui aurait... Qui aurait torturé, tué et volé grand-père? Dit enfin Max, comme pour se libérer d'un poids. Non, je ne le crois pas. Pourquoi me l'aurait-il laissé sinon? Ouais, consentit son père. De toute manière, il ne peut savoir qui tu es. Écoute, viens à la maison ce soir avec le bijou. Fais comme si tu visitais l'un de tes clients. Papa, s'indigna Max. Tu connais les règles. Plus que jamais, il faut rester prudent. Ce bijou n'est pas réapparu par hasard, à mon avis. D'accord, monsieur Delestagnol, dit Max amer. Max, répondit son père sur un ton désolé. Je serai là vers 20h, dit-il d'un ton sec. Et il raccrocha. Max arriva comme prévu à 20h. Il s'engagea dans la belle allée bordée de rosiers et de jasmins, les fleurs préférées de sa mère. Il se gara, descendit de la voiture, et vit son père sortir sur le perron pour l'accueillir. Il monta les 5 marches en marbre rose, et serra la main de son père comme convenu, comme s'il n'était qu'un client. Son père l'invita à entrer, et, le remerciant, Max le précéda dans la maison avec sa petite mallette de bijoutier à la main. Une fois la porte refermée, Salvador prit son fils dans les bras, mais l'accolade fut brève. « Je suis désolé, Max, mais aux yeux de tous, tu le sais, notre lien de parenté doit rester caché. » Ouais. Ainsi l'a voulu grand-père, n'est-ce pas? Oui, Max, s'il te plaît, ne commençons pas comme ça. Tu sais très bien comment cela finit, toujours. C'est toi qui l'as voulu. Monsieur Andreu del Estagnol a dit « Sois un bon toutou, mon fils », et tu as été un bon toutou. Max faisait exprès de l'attaquer. Il avait tellement de colère en lui. Il lui en voulait d'être tombé dans la paranoïa de son grand-père. Le jour de sa naissance, celui-ci était venu trouver Salvador et lui avait demandé, ordonné serait plus juste, de donner à Max le nom de sa mère, Reusch. Il lui avait dit que rien ne devait permettre de faire le lien entre eux. Et son père avait accepté. Car depuis longtemps déjà, pensait Max, Salvador del Estagnol avait succombé à la folie de son propre père, le bijoutier de renom Andreu del Estagnol. Et alors, pour parfaire le tableau et finir de rompre les liens d'amour qui les unissaient, il avait quelques mois plus tard divorcé, au grand désarroi de sa mère. Max avait grandi avec le fantôme d'un père qu'il voyait en coup de vent, parfois une fois par an, et encore. La mort d'Andreu, son grand-père, aurait pu mettre fin à cette folie. Mais voilà, il avait fallu qu'il meure dans un cambriolage où seul un pendentif qu'il gardait jalousement chez lui avait été dérobé, et ce, après qu'il ait été torturé à mort. Son père avait alors continué de maintenir à distance son propre fils, pour son bien, disait-il. Max n'avait même pas pu assister à l'enterrement de son grand-père, qu'il haïssait autant qu'il aimait, tout comme son père. Sentiment si ambivalent, si conflictuel, qui ne manquait pas de déclencher des tempêtes dès lors que l'aura de son grand-père était évoquée, et il l'était à chaque fois qu'il se voyait. « Je t'aime, Max », dit Salvador, voyant le visage tendu de son fils. « Quoi que tu en penses, je t'ai toujours aimé. » Max voulut répliquer quelque chose d'acerbe et blessant, mais le « je t'aime » l'avait pris au dépourvu et déstabilisé. Il tourna le dos à son père pour se diriger vers le salon. Il posa la mallette sur la table, l'ouvrit et en sortit le pendentif. Salvador s'approcha et se laissa tomber sur une chaise en voyant le bijou. Oh, c'est lui, lâcha-t-il en un souffle. Je le reconnais. Le travail de ton grand-père était unique. Il le prit en main avec une certaine forme de révérence. Il en caressa du bout de l'index le bord arrondi, les 2 branches en or, partant chacune d'un côté opposé et venant se croiser sous le chaton au centre duquel 2 pierres, blanches et noires en forme de gouttes d'eau, s'arrondissant l'une autour de l'autre comme dans une danse sans fin, étaient serties par griffes.
Il y a en lui un mécanisme, continua-t-il rêveur. Mais je n'ai jamais su comment l'activer. Ton grand-père était un homme mystérieux, gardien d'un grand savoir. J'ai appris de lui ce que je devais connaître. Mais je n'ai fait qu'effleurer ce qu'il savait. Je sais que cela te paraît insensé, mais j'ai toujours eu une confiance absolue en lui. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, même si cela m'en a coûté. Dit-il en jetant un regard mélancolique vers son fils. J'espère qu'un jour tu comprendras. Et peut-être que ce jour arrive maintenant que nous sommes de nouveau en possession du pendentif. Que veux-tu dire ? Lui demanda Max avec défiance. Ce pendentif n'est pas qu'un simple bijou, c'est aussi une clé. Le mécanisme qu'il renferme permet de la mettre à jour. Cependant, je ne sais pas comment l'activer, ni ce que cette clé mise à jour pourrait ouvrir. Tu as 1 semaine pour répondre à cette question. Comment ça ? Tu m'as bien dit que tu avais 1 semaine pour faire l'estimation. Ah oui, mais pourquoi moi ? Tu en sais beaucoup plus sur le sujet que moi après tout. Parce que c'est ce que ton grand-père aurait voulu. Je sais que tu l'as peu connu, mais il avait pour toi beaucoup d'affection et d'estime. Le regard que lui lança Max était plus que dubitatif. Puis il revint au sujet initial. Du coup, si c'est bien le pendentif d'Andreu, que fait-on ? Son père n'aimait pas quand Max appelait son grand-père par son prénom de cette manière-là. Il comprenait qu'il faisait cela par défi, ou peut-être pour garder à distance des sentiments qu'il ne voulait pas montrer. Mais il fit mine de rien et se concentra sur le pendentif. Il nous faut apporter la preuve qu'il est nôtre. J'ai hérité de la maison, mais je n'ai jamais osé, jamais pu entrer dans le bureau, là où il a été. Tu vois ce que je veux dire. Max fit oui de la tête. Si tu pouvais trouver quelque chose de probant, cela nous aiderait à le récupérer légalement. Max leva la tête vers l'étage supérieur. Il n'était venu ici que 2 fois quand son grand-père était encore vivant. Il savait que son bureau se trouvait en haut, à droite de l'escalier de style victorien en bois blanc, derrière une porte en bois richement décorée. Mais il n'avait jamais eu l'autorisation d'y pénétrer. C'est pourquoi, lorsqu'il posa la main sur la poignée en ivoire de la porte du bureau, une sorte de peur enfantine le saisit. Puis il enclencha le pêne et découvrit pour la première fois l'antre de son grand-père. Il resta un moment sur le seuil de la pièce, puis entra. Le mur gauche supportait une incroyable bibliothèque. Il y avait des livres dans différentes langues, des encyclopédies, des livres d'histoire, beaucoup, des classiques comme l'Iliade, et même des recueils de textes théologiques. Il fit le tour ensuite du vieux et imposant bureau en bois, écarta le fauteuil, et prit place. De chaque côté de l'espace pour mettre ses jambes, il y avait 2 paires de tiroirs, et un plus petit au-dessus de ses genoux, juste sous le plateau du bureau. Max les ouvrit tour à tour. Tout y était impeccablement rangé. Il se demandait si le vieil homme de la maison, qu'il n'avait pas vu d'ailleurs en arrivant, ne pourrait pas lui être d'une certaine aide. C'est lui qui avait tout remis en ordre après le cambriolage. Il devait savoir des choses, car il était au service de son grand-père et maintenant de son père depuis fort longtemps. Ne l'ayant pas aperçu, Max supposa que son père lui avait donné sa soirée. Qu'importe, il se débrouillerait par lui-même. Il haussa les épaules et passa en revue le contenu de chaque tiroir. Il n'y trouva rien concernant le pendentif. Ce qui l'intriguait dans la configuration de la pièce, c'était que le bureau était fixé au sol. Impossible de le déplacer. Il devait y avoir une raison à cela. Son grand-père avait été un très grand joaillier, et rien n'était laissé jamais au hasard. Si ce bureau était fixé là, ce devait être pour une bonne raison. Il repensa à ce que son père avait dit quelques minutes plus tôt. Ce pendentif n'est pas qu'un simple bijou, c'est aussi une clé. Le mécanisme qu'il renferme permet de la mettre à jour. Cependant, je ne sais pas comment l'activer, ni ce que cette clé mise à jour pourrait ouvrir. Serait-ce pour cette raison que le bureau était fixé au sol ? Il se mit à l'observer, à y chercher un détail. Le plateau ne présentait aucune particularité. Par contre, les pieds massifs du bureau étaient recouverts de fines gravures. L'une d'elles l'interpella. À 4 pattes, il l'observa de plus près. Sa forme ne correspondait pas aux autres gravures. C'était comme s'il manquait quelque chose en son centre. Pris d'une intuition, il s'équipa du pendentif et l'approcha de la gravure. Celui-ci s'y ajusta à la perfection, et il perçut un petit déclic. Il se releva et chercha ce que cela avait déclenché. De chaque côté de la fenêtre, il y avait 2 statues. Baal, dieu de la lumière,
et Erebos, dieu du chaos. En entrant, il avait relevé inconsciemment leur posture. Baal avait maintenant l'un de ses bras dans une position différente. Dans l'ombre de celui-ci, Max découvrit un petit espace libéré, contenant un carnet de notes. Il le prit et descendit le montrer à son père en lui expliquant comment il l'avait trouvé. « Voilà pourquoi ton grand-père avait confiance en toi, » dit-il en refusant d'y toucher. « Maintenant, je vais te demander de partir. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je ne dois pas en savoir plus. »« Mais, papa !» s'offusqua Max. « Non, mon fils. Je ne vais pas gâcher toutes ces années de prudence. » De paranoïa, se retint de rétorquer Max. Il comprit qu'il ne servait à rien d'insister ni de lui dire ce qu'il en pensait. Cela n'aurait abouti qu'à une énième dispute, et ils se voyaient si rarement. Max soudain voulut lui dire qu'il l'aimait aussi, mais les mots ne sortirent pas. Il retourna à sa voiture avec une impression étrange, comme si c'était la dernière fois qu'il voyait son père. Le lendemain, samedi, Max travailla peu. Il répara une bague qu'une cliente devait récupérer dans l'après-midi, mais reporta ses autres travaux la semaine suivante. Hormis 2 ou 3 fois où le carillon de la porte sonna, il eut peu de visites, et passa la majorité de la journée à lire le carnet de notes de son grand-père. Il était bourré de croquis, de références mythologiques, d'indications géographiques. Son grand-père semblait avoir beaucoup voyagé, et ses notes donnaient l'impression qu'il suivait une piste. La lecture du carnet n'était pas aisée, car c'était écrit en différents langages, en français bien sûr, mais aussi en latin, en grec, et plus étrange, en sumérien et cananéen. Il commençait à comprendre pourquoi son père, et à travers lui son grand-père, avaient insisté pour qu'il suive des études d'histoire et de langues anciennes, en plus de sa formation à la joaillerie. En décryptant les notes, Max mit à jour une histoire. Il y était question de clans, de familles vénérant certaines divinités, dont plusieurs étaient tombés dans l'oubli, semblait-il. Et il y était question de guerre aussi. Max commençait à voir se dessiner un conflit ancestral, remontant aux premiers humains et, parfois avec des dates farfelues. Sur l'une des pages, il y avait un croquis d'une construction faite avec ces pierres issues du refroidissement de la lave, des sortes de pierres longilignes de forme hexagonale. Cette construction remontait, selon les notes de son grand-père, à 25 000 ans avant notre ère, ce qui dépassait de très loin ce qu'il avait appris à la fac. Les notes de son grand-père disaient que ce conflit vit les différents clans s'unifier et ne formait plus que 2 grandes factions, qui s'affrontèrent pendant des siècles, jusqu'à un moment clé. Max avait du mal à tout déchiffrer, mais ce qu'il comprit, c'est qu'à partir de ce moment-là, la faction victorieuse se mit à veiller sur un artefact nouveau, qui au gré de l'histoire fut déplacé de temple en temple, de pays en pays, de cache secrète en cache secrète. Le dernier déplacement semblait s'être fait en 1939, depuis un petit village du versant nord des Albères en Espagne. Il y était question de camions franchissant la frontière espagnole avec des opposants à Franco. Max tourna la page pour connaître la suite, mais le récit s'arrêtait là. Ne suivaient que des dessins et quelques mots. Celui qui attira immédiatement son regard fut le croquis du pendentif que l'homme mystérieux lui avait donné à estimer, le pendentif qui avait été volé et qui causa la mort de son grand-père. Sous le dessin, il y avait 2 mots, clé et Morellianum. Autre chose aussi, le bijou dessiné, bien qu'étant sans ambiguïté celui qui avait été volé à son grand-père, présentait une différence dans la position des branches qui le composaient. Max prit dans sa main le pendentif et l'examina en le comparant au dessin. Il suivit les courbes, commença à en comprendre le mécanisme et découvrit la manière de l'activer. Une simple pression à un endroit bien précis et les branches basculèrent. S'ouvrit sous le chaton qui supportait les pierres incrustées un espace libérant un petit tube en or, présentant des aspérités, comme celle d'une clé. Max releva la tête et jeta un œil anxieux à la vitrine de sa bijouterie, et au-delà au trottoir où déambulaient les badauds du week-end. Personne ne le regardait, personne ne l'avait vu faire. Il réenclencha le mécanisme, et la clé redevint pendentif. Il voulait fermer boutique et courir chez lui pour continuer les recherches plus à son aise. Mais une petite voix lui disait qu'il devait se comporter comme à l'habitude, ne pas éveiller les soupçons.
Des personnes avaient tué pour cela. Il attendit donc 18 heures avec impatience. De retour chez lui, il s'occupa du mot Morellianum. Une simple recherche sur Internet lui donna la réponse. Il fut presque déçu que ce soit si facile. Morellianum était le nom romain du village de Morelias, village situé entre le Boulou, Céret et le Pertus. Demain, dimanche, il s'y rendrait, et avec les indices laissés sur le carnet de notes, il espérait trouver la porte que la clé enfin dévoilée ouvrait. Le lendemain, il se leva de bonne heure, se prépara un sandwich jambon-beurre, comme quand il partait randonner, et, pris d'une soudaine intuition, enfourna dans son sac une lampe torche et la trousse où il rangeait ses petits outils fins de joaillier. En arrivant à Morelias, il se gara non loin de l'église. Le ciel était d'un bleu sans imperfection en ce doux mois de décembre. Il se sentit bien, presque joyeux. Il partait à la recherche d'une mystérieuse porte et se sentit l'âme d'un Indiana Jones. Morelias était un petit village typique des Pyrénées-Orientales, charmant, calme et avec une vue extraordinaire sur le Canigou, qui avait depuis peu retrouvé son manteau blanc d'hiver. Max s'assit sur le bord de la petite fontaine de la place de l'église et sortit le carnet de notes. Il avait déjà regardé les dernières pages, celles sur lesquelles il y avait des mots et des dessins. Morellianum était un indice facile. Mais maintenant qu'il y était, que devait-il chercher? Il serpenta dans les ruelles du village, sans que les indices du carnet ne rentrent en écho avec ce qu'il visitait. Et au bout d'une bonne heure de déambulation stérile, il fit une pause à la terrasse d'un café. Le carnet ouvert sur la petite table, il sirotait pensif sa boisson, quand une voix provenant de derrière son épaule le questionna. « Vous aimez Picasso ?» C'était le gérant du café qui était sorti sur la terrasse pour fumer sa sucette à cancer, c'est ainsi que Max appelait les cigarettes, et qui l'interpellait par cette question. « Vous dites ?»« Oh, je regardais vos dessins et j'ai reconnu une esquisse d'une œuvre de Picasso, là. Celle-ci. Je suis moi-même un admirateur de l'artiste. Vous savez que Morelias possède une chapelle qui a fortement impressionné et même influencé Picasso et Braque. Non ?» s'exclama-t-il devant la mine déconfite de Max. « La chapelle Saint-Martin de Fédolard. Oh, pauvrette, il faut que vous la visitiez. » « La chapelle Saint-Martin, dites-vous ? Cela m'intéresse. » Le gérant, trop heureux de pouvoir rendre service et d'étaler ses connaissances, lui expliqua comment s'y rendre. Ce n'était qu'à 5 km dans la direction du Boulou. Il l'invita à visiter au passage le musée du Liège, et lui aurait volontiers tenu la jambe pendant des heures en lui racontant l'histoire de Morelias et des alentours, et peut-être qu'en d'autres circonstances, Max l'aurait écouté, mais trop pressé de découvrir si la chapelle était bien ce que cachaient les indices du carnet, il se leva, remercia le gérant, et partit sur le chemin de la chapelle. Derrière lui, le gérant lui lança joyeusement. « Revenez prendre un café à l'occasion, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. » Max n'en doutait pas. Les fondations de la chapelle dataient de 844, d'après le panneau d'indication situé devant la bâtisse. Bien qu'il y ait des heures d'ouverture, le site aujourd'hui était fermé. Une porte en bois rudimentaire équipée d'une serrure qui l'était tout autant marquait l'entrée de la chapelle. Max regarda autour de lui. Il était seul. Ce n'était pas son genre, mais il voulait savoir si ce qu'il ressentait depuis quelques instants, c'est-à-dire qu'il était sur la bonne voie, n'était pas qu'une simple sensation. Il regarda la serrure, jeta de nouveau un coup d'œil aux alentours, et entreprit de la crocheter avec ses outils de bijoutier. Ce fut un jeu d'enfant pour lui. À l'intérieur, il vit sur le mur de l'abside, cet espace en demi-cercle situé derrière le chœur de la chapelle, une magnifique peinture colorée très ancienne. Des mots en latin étaient inscrits à certains endroits, et il en reconnut l'un d'eux, puisque présent dans le carnet de notes. Incarnation. Il n'y avait plus de doute possible. Il était au bon endroit. Éclairant de sa lampe la fresque peinte, et n'y décelant pas d'autre indice, il reporta son attention sur la bâtisse elle-même, et le faisceau lumineux éclaira la dalle légèrement surélevée sur laquelle le prêtre vient en général faire la messe. Sur la bordure de la dalle faisant face à la fresque, la lumière de sa lampe mit en évidence un petit trou de la même taille que le cylindre doré caché dans le pendentif. Il sortit celui-ci de son sac et en activa le mécanisme. Le cylindre apparut. Il l'approcha du trou, l'inséra, et sentit, comme quand on insère une clé,
le passage de 3 crans. Il fit faire un tour complet au cylindre clé, et la dalle glissa pour révéler un escalier en pierre descendant sous les fondations de la chapelle. Son cœur battit un moment la chamade, pris par l'exaltation de la découverte et de ce que cela impliquait. Son grand-père, mystérieux et grand orfèvre, avait participé à l'élaboration de ce mécanisme. Il le sentait. Mais pourquoi? Et qu'y avait-il au bas de ses marches? Et, dominant toutes les questions qui l'assaillaient, une plus forte et plus dérangeante prenait le pas. Ce qui se cachait là-dessous, était-il la raison qui avait poussé son grand-père à éloigner son père de lui et de sa mère? La peur l'assaillit, puis il se reprit. Il allait savoir, comprendre le fin mot de l'histoire. Il s'engagea dans les escaliers et disparut dans les ténèbres. Il lui sembla descendre pendant une éternité, traverser l'estrade du temps, s'engouffrer dans une autre dimension, quand enfin il arriva dans une pièce circulaire. Peut-être avait-il effectivement traversé les parois du temps, car cette pièce et ce qu'elle contenait semblaient n'avoir jamais souffert les affres. Sur les murs était gravée, à l'échelle humaine, la représentation de divinités, chacune en osmose avec un élément naturel. L'eau, le feu, l'air, la terre, le tonnerre, et d'autres qu'il n'arrivait pas à définir. Il y en avait 12 en tout. Et au centre de cette pièce, sur un pupitre en pierre, il y avait une forme pyramidale, incrustée de 12 joyaux, tous irradiant une couleur unique. Et la pyramide flottait au-dessus du pupitre. Max, tout à son étonnement, n'entendit pas ce qui arriva derrière lui. Il reçut un choc sourd à la tête, et tout devint noir. La réalité revint à lui lentement. Tout d'abord une sensation cotonneuse, puis la douleur dans sa tête, le goût du sang dans sa bouche, le bourdonnement à ses oreilles qui s'estompait pour faire place à une voix semblant venir d'un lointain tunnel, puis plus proche, et enfin, en même temps qu'il prenait conscience d'être allongé sur un sol froid et dur, la voix devint claire. « Vous avez voulu faire confiance en l'humanité, mais regardez ce qu'ils en ont fait. Regardez ce qu'ils sont. Des bêtes cupides et égoïstes, priant des simulacres divins, glorifiant la mort, prônant le tout ensemble et sans jamais se mélanger, et pourtant tous unis sous une seule et même bannière, l'argent. C'est cela que vous avez créé, vous, les gens du bien, vous qui nous avez volé notre pouvoir. » Cette voix, Max la reconnaissait. Il l'avait déjà entendue, mais où? La brume qui obscurcissait sa vue se dissipa. Il voyait maintenant un homme tout de noir vêtu, dominer un autre à genoux devant lui. Sa vision se fit plus claire, et son sang se glaça. L'homme debout qui parlait avec une passion qui frisait la folie était l'homme qui lui avait amené le pendentif à faire estimer. Et celui à genoux n'était autre que son père, ligoté et bâillonné. Il se redressa et se mit sur son séant de manière trop vive, et une douleur irradia dans son crâne. Janus n'avait pas fait attention que Max venait de reprendre ses esprits. Il continuait de parler. « Mais aujourd'hui je vais prendre la place qui me revient. Avec ce pouvoir, je serai plus puissant que tout ce qui exista avant. Je deviendrai le nouveau Dieu, et je vais montrer à l'humanité sa véritable nature et le mal qui coule dans ses veines, sans mensonge, sans hypocrisie. Le bien a tenté de cacher le mal qui réside en chacun et chacune, mais voyez comme il a échoué. Meurtre, violence, haine, guerre, mépris, racisme. Sous ces faux atours, le bien n'a jamais fait autre chose que distiller le mal. Alors, fini les faux semblants. Je vais révéler la vraie nature du monde et le purifier par le feu. Ils me vénéreront ou périront. » L'homme prit la pyramide, et alors un vent se leva, les entourant tous les trois. Les couleurs des joyaux s'échappaient de ceux-ci comme happées par le vent, puis elles se mirent à tournoyer autour de l'homme en noir et à le pénétrer. Janus se mit à rire, comme ivre d'un bonheur incommensurable. Mais c'était un rire malsain. «
Je serai leur Dieu tout-puissant. Je sens le pouvoir affluer en moi. Il ria encore puis s'arrêta net et posa sur Salvador des yeux froids. Rien, ni personne ne pourra s'opposer à moi. Oh, quand je t'aurai tué, dit-il au père de Max, le monde ne pourra s'opposer à moi, car tu es le seul à pouvoir nuire à mon dessein. Mais il est trop tard! Janus leva sa main droite, la regarda prendre feu alors que ses yeux devenaient rouges. Il resta un moment en admiration devant ce prodige qui émanait de lui. Ah, c'est étrange. Ah, c'est comme si j'avais toujours su comment utiliser ses pouvoirs. Ah, le monde m'appartient donc! Max vit son père lui jeter un regard d'adieu et comprit ce qui était en train de se passer, comprit tout. Pourquoi son grand-père avait voulu qu'il porte le nom de sa mère, pourquoi il avait fait qu'aux yeux de tous, Max et son père ne soient que des étrangers sans lien de parenté. Pour le protéger, pour ne pas finir comme son père, ligoté aux portes de la mort. Et son père le savait. Il l'avait toujours su. Et était prêt à donner sa vie pour que Max vive. L'homme abattit sa main de feu, et Max hurla. « Papa !» Dans la demi-seconde où la main mortelle allait toucher Salvador, dans cette demi-seconde, la surprise détourna l'attention de Janus, qui fixa sur Max des yeux écarquillés, tandis que sa main frappait Salvador à genoux. Le coup qui aurait dû être mortel ne fit que le blesser grièvement. Mais pour Max, qui vit son père s'enflammer, être projeté contre le mur et retomber inerte au sol, son père venait d'être assassiné sous ses yeux. Alors, dans une rage dont Max ne se serait jamais cru capable, il se jeta sur l'homme en noir. Et une énergie dont il n'avait jamais eu connaissance s'empara de lui. Il sentit un lien se créer entre son être et le faisceau de couleurs qui les entourait. Le vent, aux couleurs des 12 éléments qui tournoyaient toujours et qui imprégnaient petit à petit Janus, se figea. Puis repartit de plus belle. Mais ce n'était plus du vent, c'était une tempête. Max hurlait et frappait Janus déboussolé. Celui-ci prit au dépourvu un moment, se ressaisit et contre-attaqua. Un sourire carnassier s'afficha sur sa face blafarde, et il déversa sur Max toute l'énergie divine qui le pénétrait. Il crut faire déferler cette puissance. Mais une chose incroyable se produisait. Le joaillier, par ses mains, aspirait l'énergie crépitante et fumante qu'il lui envoyait. Ses pouvoirs qui étaient siens ne fonctionnaient pas sur lui. Pire, il les sentait maintenant refluer de son être, l'abandonner. Et c'était lui, ce bijoutier de pacotille, qui faisait ça. Janus comprit alors que si lui était capable de s'imprégner des 12 pouvoirs élémentaires, son opposé était capable de les lui arracher et de les enfermer à nouveau dans les joyaux. Son destin était d'asservir le monde. Il ne pouvait en être autrement. Alors, dans un sursaut d'orgueil, dans une rage folle, il puisa en lui toute l'énergie dont il était capable. La tempête devint un maelstrom hurlant. La puissance fit chanceler Max. Janus vit la faille et frappa. Max partit en arrière et, dans sa chute, leva les bras vers la voûte. Ses mains rencontrèrent la pyramide. Il s'écroula au sol près de son père inconscient. Janus se jeta sur Max et celui-ci dressa la pyramide en lui comme un bouclier. L'homme en noir agrippa la pyramide et le temps sembla se figer. Soudain, le vent, la pyramide, tout disparut. Il se retrouvait face à face dans un espace vide, aussi noir que l'était l'univers. « Ce pouvoir est à moi !» hurla Janus, dont la voix résonnait étrangement dans cet endroit cosmique. « Vous avez tué mon père !» hurla à son tour Max. Les deux hommes flottaient dans cet espace inconnu, se tournoyant l'un autour de l'autre. « Vous n'êtes que mièvrerie et faiblesse. Seule la force et la cruauté peut dominer. Seul le mal peut asseoir sa volonté. » « Je ne suis pas qu'un homme gentil, » dit Max doucement, comme se parlant à lui-même. « Je sais être capable de pire. » Et sur ces mots, il se jeta sur l'homme en noir, au même moment où Janus faisait de même.
Ils étaient deux météores, obsidienne et diamant. Leur rencontre fit l'effet d'une supernova. La puissance déchaînée ici aurait dévasté des mondes entiers. Et ils se rendaient coup pour coup. Depuis combien de temps se combattaient-ils sans qu'aucun d'eux ne prenne le dessus? 1 minute? 1 jour? Une éternité? La colère, la rage qui l'avait habité avait empêché Max de se demander où il se trouvait. Mais alors qu'ils s'éloignaient de nouveau l'un de l'autre pour de nouveau se foncer dessus, Max comprit qu'il se trouvait dans la pyramide. Et que ce n'était pas physiquement qu'ils se combattaient, mais mentalement. Car sinon, comment expliquer qu'il soit capable d'utiliser les mêmes pouvoirs que l'homme en noir? Janus. Comment savait-il que l'homme s'appelait Janus? Car leur esprit fusionnait. Ici, en cet endroit. La pyramide les poussait à ne devenir plus qu'un. Il s'en rendit compte car Janus ne faisait pas que le combattre. Il luttait aussi contre l'idée d'être Max, d'avoir en lui une part de bien. Cela le révulsait. Pourquoi? Pourquoi lutter contre cela? Max acceptait cette idée, acceptait son côté sombre, acceptait d'être un peu Janus, mais pour mieux le contrôler. À cet instant précis où cette idée l'imprégnait, ils se percutèrent de nouveau. Mais au lieu de se repousser pour s'éloigner vers les confins infinis de cet espace et revenir à la charge, comme il l'avait fait des milliers, des millions, des milliards de fois, Max ne bougea pas. Janus le percuta et l'obsidienne se brisa. Il flottait, terrassé au pied du joaillier, incapable de comprendre ce qu'il venait de se passer. Je te plains. J'ai pitié de toi. Je n'ai que faire de ta pitié. Infâme vermissant. Je te hais. Je te hais. Je te hais. Max comprit que le mal avait depuis trop longtemps pris toute la place dans son cœur, ne laissant aucun moyen à la lumière d'y briller. Il leva ses 2 mains au-dessus de Janus et aspira le pouvoir en lui. Janus n'avait pas été à la hauteur des espoirs d'Edmond Simplon, son grand-père, et sentait le pouvoir divin qu'il avait habité disparaître, tout comme lui. Quand il comprit ce que faisait le joaillier, ses yeux s'écarquillèrent. Pitié, pitié, pitié. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Lorsque Max ouvrit les yeux, il tenait la pyramide à 2 mains, et celle-ci pulsait comme les battements d'un cœur. Le vent n'était plus, et au sol gisait Janus, mort. Les joyaux avaient retrouvé leur couleur, et quand Max reposa la pyramide sur l'autel, les joyaux brillèrent d'un éclat vif. La pyramide s'éleva et resta là, suspendue à quelques centimètres du pupitre de pierre, et les joyaux s'endormirent. Max entendit alors un râle de douleur et se retourna pour voir bouger son père. Il resta un moment incrédule, puis les larmes lui montèrent aux yeux. « Papa, tu es vivant ?» larmoya-t-il en s'agenouillant pour l'aider à se redresser. « Oh, mon fils, » dit Salvador faiblement. « Que s'est-il passé? Où est l'homme qui... » Max lui montra le corps de Janus. « On ne risque plus rien, papa. Si tu savais combien je suis désolé. Je comprends. Je comprends pourquoi toi et grand-père vous avez agi ainsi. Tous les sacrifices auxquels vous avez concédé. Maman, moi, c'était pour nous protéger. » Ce n'est rien, Max. Ton grand-père savait. Et je lui fais confiance, car seule ta sécurité m'importait. Max regarda son bras droit calciné et une partie de son torse. « Tu peux te lever ?» lui demanda-t-il en le prenant par le bras gauche. « Oui, si tu m'aides, oui. Il faut sortir d'ici. » Il soutint son père dans les escaliers, puis l'aida à s'asseoir sur l'un des bancs de la chapelle.
Ensuite, il retourna devant les escaliers, qui s'enfonçaient dans un endroit en dehors du temps. Le bien et le mal, le feu et l'eau, la terre et le vent, la vie et la mort. Ne pas accepter cette duplicité qui coexiste en nous, c'est se mentir, c'est se perdre. C'est être incapable de se connaître soi-même et de s'améliorer, de devenir meilleur, de changer. Janus en avait été incapable. Max récupéra la clé, et le socle vint reprendre sa place. Lorsqu'il mit le pendentif autour de son cou, les deux pierres noires et blanches brillèrent brièvement d'un éclat surnaturel. Max regarda le socle qui avait repris sa place, et sous lui cet espace hors du temps, et se demanda si les escaliers n'existaient pas qu'en présence du pendentif. Salvador dut subir des greffes de peau, et malgré les cicatrices, il reprit une vie normale. Il voyait dorénavant son fils régulièrement, et un jour, il eut l'agréable surprise de le voir arriver avec sa mère. Malgré la colère qu'elle avait eue à son égard lorsqu'il l'avait quitté, elle n'avait jamais pu le rayer complètement de son cœur. Il lui refit la cour, lui jura qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer, la pria de lui pardonner. Et, un jour, n'y tenant plus, elle l'embrassa. Quant à Max, il continue de travailler dans sa bijouterie, et dans son atelier de joaillier, il fabrique de magnifiques bijoux. Mais il semblerait qu'il ait acquis quelque chose dans cette salle hors du temps, un don particulier. Certains prétendent que ses créations auraient des capacités spéciales, voire spirituelles. Porter l'un de ces bijoux, ce serait comme faire un voyage à travers soi, qui permettrait d'être en phase avec son moi intérieur et de se sublimer. Faribol ? Allez savoir.